Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le programme de logement en location-vente et location simple est lancé. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a donné le coup d'envoi des travaux de construction dans la commune de Yopougon. 25 000 logements au total seront construits à l'issue de ce programme. La présidente du Sénat, Kandia Camara, est en mission à Montréal, au Canada. Elle prend part à la 49e Assemblée parlementaire de la francophonie. En marge de cette activité, la présidente de la deuxième chambre du Parlement ivoirien multiplie les rencontres. Abuja, capitale nigériane, abrite la 92e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO. La rencontre précède le sommet des chefs d'État de la CEDEAO prévu ce dimanche. Ils plancheront entre autres sur la situation économique de l'organisation sous-régionale. Le dossier VDC de ce 20 jette une lucarne sur l'école inclusive initiée par le gouvernement. En 2017, ce programme entend intégrer tous les enfants en situation de handicap dans les établissements publics. 9 régions du pays l'expérimentent déjà. Nous irons à Oumé, où les élèves en situation de handicap donnent le bon exemple. Soyez les bienvenus sur RTI. Très bonne nouvelle dans le domaine de l'immobilier. Le programme de logement en location et location simple vient d'être lancé. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a donné le coup d'envoi des travaux de construction dans la commune de Yopougon. 25 000 logements total seront construits. À l'issue de ce programme, nous rapporte Herman Guivi. Des logements en location-vente et location simple bientôt construits pour le bonheur des populations ivoiriennes. Le lancement effectif du projet s'est tenu dans la commune de Yopougon, à la cité policière BAE, en présence du chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé. Partenaire financier du gouvernement de Côte d'Ivoire, dans le cadre de ce projet, la Banque arabe de développement économique en Afrique, aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire depuis aujourd'hui 50 ans. Nous lançons avec vous le programme d'urgence de 25 000 logements pour les personnes à faible revenu. Et la BADEA se réjouit d'accompagner le gouvernement de la Côte d'Ivoire dans ce programme de développement, et ce, grâce à la décision du conseil d'administration de la BADEA d'accompagner le gouvernement avec un prêt de 75 millions de dollars, soit environ 45 milliards de francs CFA. Sur une partie du site de la BAE, dans la commune de Yopougon, qui accueille cette cérémonie, 10 hectares précisément, des logements seront construits. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Diomandé Vagondo, se réjouit de l'initiative qui profitera aisément aux fonctionnaires de police. La construction de ces logements et leur mise à disposition des populations, dont font partie intégrante les fonctionnaires de police, répond à un triple besoin. Un besoin opérationnel, un besoin financier et un besoin administratif en ce qui concerne la police nationale. Je voudrais donc féliciter mon collègue, Monsieur le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, pour tous les efforts qui ont été consentis pour mener à bien ce vaste projet que tous nous attendions avec une grande impatience. Ce projet occasionnera sans aucun doute cette proximité de nos policiers avec leur lieu de travail, économisant ainsi beaucoup d'énergie dans les déplacements, mais aussi privilégiant par la même occasion l'opportunité des rassemblements inopinés afin que ces forces-là soient disponibles en un clin d'œil. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel d'accès aux logements sociaux et économiques démarré depuis 2012. 25 000 logements seront construits dans le cadre du premier projet initié en faveur de la construction de logements en location-vente et en location simple. Le gouvernement a initié le programme qui est lancé aujourd'hui, programme d'urgence de construction de 25 000 logements sociaux et économiques en commande publique, axé sur la réalisation d'immeubles collectifs au cœur des communes du Grand Abidjan et de quelques villes de l'intérieur du pays, à savoir Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro. La réalisation d'appartements de type R+9 à Abidjan et de type R+4 à l'intérieur du pays. Je voudrais rassurer les uns et les autres que des mesures sont prévues
pour la gestion des copropriétés dans ce programme, afin d'assurer à long terme la préservation des constructions et le confort des habitants. À ce jour, le programme bénéficie de 25 hectares mobilisés dans la ville d'Abidjan, dont 10 hectares ici, à la cité policière de la BAE à Yopougon. 5 hectares à la Sikoji, zone industrielle, et 10 hectares à Koupé-Zedji, PK24. Et nous avons également sécurisé environ 24 hectares dans les villes de l'intérieur du pays. Après 30 ans, qui ont vu les programmes de type location-vente et location simple réalisés par les sociétés publiques de construction de notre pays, Sikoji, Sogefia notamment, notre pays renoue avec ce dispositif qui a fait ses preuves, qui a été un succès, qui a permis à des dizaines de milliers d'Ivoiriens de se loger décemment et à un coût abordable. Le chef du gouvernement, Robert Begré-Mombé, a rappelé toute l'importance de ce projet pour le président de la République, Alassane Ouattara, et s'est prononcé sur le processus d'attribution et d'acquisition de ces logements. Nous sommes venus, frères et sœurs ivoiriens, pour vous dire que désormais, il y aura la location-vente et la location simple. Voici la grande nouvelle du jour. Personne ne sera exclu. Nous allons voir avec le ministre de la Construction, il y aura très peu de choses à payer. Ce ne sera pas 5 mois de loyer, ce ne sera pas 20 mois de loyer. Vous payez un petit loyer et vous rentrez dedans. Mais là où on sera exigeant, c'est qu'à la fin du mois, il faut payer votre loyer. Je demande aux entreprises, premièrement, aux bureaux d'études, deuxièmement, aux bureaux de contrôle, troisièmement, d'être très vigilants. Il faut respecter les prix que vous avez annoncés, les délais sur lesquels vous êtes engagés et la qualité que les Ivoiriens attendent. Et de temps à autre, les membres du gouvernement viendront visiter le chantier. Après, ici, nous allons aller au PK24. Nous irons à Yamoussoukro, ainsi de suite. La Côte d'Ivoire sera en chantier. Voilà ce que le président Alassane Ouattara veut faire pour les Ivoiriens. Robert Begré-Mombé, le Premier ministre, procède à la pose de la première pierre du projet. Des maquettes de ce projet ainsi que des futurs logements qui seront offerts aux Ivoiriens ont été présentés au Premier ministre. Que pensent les promoteurs immobiliers de ce projet? Ce discours du Premier ministre nous a rassurés. Ce projet, c'est un projet ambitieux que nous tous, on est fiers. Vraiment, félicitations à M. le ministre de la Construction et à tous mes confrères promoteurs immobiliers qui étaient sur ces lancements. On a eu des difficultés, on a essayé de retravailler, le ministère a mis en place des réformes. On a abouti aujourd'hui à ce que vous voyez, donc nous sommes évidemment très heureux. Les Ivoiriens seront satisfaits parce que le mécanisme de commercialisation qui est adapté à nos différentes populations, c'est la location-vente et la location simple. Tout le monde ne peut pas être propriétaire d'un coup. Alors le gouvernement a fait des efforts, le privé aussi fera des efforts. Les réformes qui vont accompagner vont permettre en fait de booster vraiment le secteur du logement abordable. C'est ça qui est le plus important. Un projet cher au chef de l'État, Alassane Ouattara, est très attendu par les populations ivoiriennes. Et on veut aussi réussir le pari de la lutte contre le dérèglement climatique. Et la Côte d'Ivoire, pour cela, a opté pour l'adoption de divers mécanismes de financement. La Banque mondiale et le FMI, ainsi que le secteur privé, réfléchissent, ici même à Abidjan, sur les moyens de mieux accompagner cette action climatique. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé, au nom du vice-président Tiemoko Melet Kone, a présidé les travaux d'ouverture. Franck Quadio, Adama Kéré pour le reportage. C'est un creuset de réflexion pour la mobilisation de l'investissement privé en faveur de l'environnement. Abidjan abrite la table ronde internationale de financement de l'action climatique qui met sur une même table Fonds monétaire international, Banque mondiale, secteur privé, gouvernement ivoirien et l'agenda est clair. Pour atteindre nos objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique, nous devons mobiliser des financements importants. Ainsi, le montant des investissements nécessaires est estimé à 22 milliards de dollars d'ici 2030. Ce montant représente 17% de notre PIB projeté pour cette période.
La Côte d'Ivoire se munit alors des outils pour réaliser le défi, encouragement donc des instances financières internationales dont l'appui est souhaité. Dans les secteurs les plus sensibles, ou si vous voulez les plus vulnérables, nous nous tenons à vos côtés, comme par exemple le secteur de l'eau, où nous avons récemment, à travers notre conseil d'administration, approuvé un financement de 825 millions de dollars dans le cadre de l'approche programmatique multiphase. Pour ce qui concerne l'énergie, nous sommes déterminés à vous soutenir dans le cadre du programme Empower Africa. Avec un accompagnement pour la réduction du mix énergétique à plus de 45% dans les années à venir. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, représentant le patron de la cérémonie, le vice-président Koné Meilet, encourage la bonne tenue des travaux et note les progrès ivoiriens. Dans cette perspective, l'appui des partenaires internationaux, des institutions financières, des donateurs et des investisseurs privés apparaît essentiel pour amplifier nos efforts et atteindre nos objectifs climatiques. C'est tout le sens de la présente table ronde, dont l'objectif est de solliciter votre appui. Bien entendu, nous poursuivrons également de manière responsable nos initiatives internes pour renforcer la mobilisation des ressources propres afin de garantir un financement durable de nos actions contre le changement climatique, car c'est ensemble que nous pourrons catalyser un changement positif et significatif. Au Premier ministre de rappeler la nouvelle orientation de l'objectif de base de réduction de 28 à 30,4% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Y parvenir, c'est tout un engagement renforcé par des initiatives telles Abidjan Legacy Programme à la COP 15 d'Abidjan. L'enjeu est en définitive de renforcer la coopération à travers le financement pour faire face de façon durable aux effets du changement climatique. Voilà, et je vous livre à présent ce télégramme officiel émanant de la présidence de la République, télégramme adressé à son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Monsieur le Président et chers frères, votre brillante réélection à la magistrature suprême de la République islamique de Mauritanie m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'à mon nom propre, nos vives et chaleureuses félicitations. En cette heureuse circonstance, je forme des vœux ardents de santé et de bonheur pour votre excellence, de même que ceux de succès continu dans l'exercice de votre haute et exaltante fonction. Je saisis cette occasion pour vous assurer de mon entière disponibilité à œuvrer toujours de concert avec vous au réaffermissement des liens d'amitié et de coopération qui unissent si heureusement nos deux pays dans l'intérêt bien compris de nos peuples respectifs. Très haute et fraternelle considération, télégramme officiel signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. La présidente du Sénat, Kandia Camara, est en mission à Montréal, au Canada. Et là-bas, elle prend part à la 49e Assemblée parlementaire de la francophonie. En marge de cette activité, vous allez le voir, la présidente de la 2e chambre du Parlement ivoirien multiplie les rencontres pour le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Canada. Voyons à présent l'échange avec la ministre québécoise de l'enseignement supérieur. Kadès Sogodogo est notre envoyé spécial à Montréal, au Canada. Montréal, au Canada, la présidente de la Chambre haute du Parlement ivoirien, le Sénat, Kandia Kamisuko Camara, est accueillie par Pascal Derry, ministre québécoise de l'enseignement supérieur. Une rencontre qui se tient en marge de la 49e Assemblée parlementaire de la francophonie. Les deux personnalités, après les civilités d'usage, vont par la suite prendre place en compagnie de leurs délégations respectives pour des échanges axés sur la coopération. Tour à tour, la formation professionnelle avec la possibilité d'augmenter le nombre de jeunes Ivoiriens en immersion au Canada. L'économie pour booster la volonté d'industrialisation. Le genre, avec un regard particulier sur l'essor de la femme, vont être abordés. Nous avons plus de 1700 étudiants boursiers ici, grâce justement à cette coopération. Et nous avons aussi beaucoup d'autres étudiants
qui font leurs études ici dans de très bonnes conditions. Nous avons profité de l'occasion pour demander à Madame la ministre d'être notre porte-parole auprès du gouvernement canadien afin que cette relation économique soit diversifiée. Il y a certes les ressources minières, mais nous sommes un pays agricole et nous avons décidé aujourd'hui de transformer notre économie à travers l'industrialisation. Donc on souhaite que de nombreuses entreprises canadiennes viennent s'installer en Côte d'Ivoire dans le domaine de la transformation de nos matières premières, ce qui va contribuer à prendre en compte la jeunesse qui est très nombreuse en Côte d'Ivoire et les femmes aussi, à travers des emplois qui seront créés. Le Canada entend continuer d'apporter son soutien à la Côte d'Ivoire. Les mines, l'agriculture, ce sont des secteurs clés justement en Côte d'Ivoire. Nous aussi, ici au Québec, on a ces secteurs clés, on a cette expertise à partager. C'est la raison pour laquelle il y a eu toute une mission économique qui a été dirigée il y a quelques mois du côté d'Abidjan dans ces secteurs clés-là, avec des cégeps, donc le réseau collégial ici, donc l'enseignement supérieur qui participe à ces missions-là. On essaie d'avoir la meilleure synergie entre les entreprises et évidemment le secteur de l'enseignement supérieur. Et loin du Canada, au Nigeria, se tient la 92e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO. La rencontre d'Abuja précède la conférence des chefs d'État de la CEDEAO prévue ce dimanche 7 juillet. Et ils plancheront, entre autres, sur la lutte contre le terrorisme et la situation économique de l'organisation sous-régionale. Mama Traoré, Ambroise Asseman, depuis Abuja pour vous. La CEDEAO rencontre des difficultés à mobiliser les financements adéquats à la mise en œuvre de sa mission d'intégration sous-régionale. C'est pourquoi cette 92e session ordinaire du Conseil des ministres de l'institution entend examiner en profondeur le rapport sur l'état de la communauté, rapport évoquant la situation socio-politique, économique, sécuritaire de la région. L'un des points saillants demeure l'impasse que connaît le dialogue engagé avec les autorités de transition établi dans 3 pays membres. Nous n'avons toujours pas pu établir un cadre de négociation avec les autorités du Mali, du Burkina Faso et du Niger quant à leur décision de se retirer de notre communauté. Malgré nos entreprises dans l'allègement des sanctions, des invitations au gouvernement pour participer à des réunions techniques et la demande de réunion, nous n'avons pas reçu avoir donc la bonne communication de ces États membres. S'il faut envisager de nouvelles approches de concertation afin de résoudre les crises, le président de la commission de la CEDEAO préconise alors une démarche prospective. Nous proposons un sommet spécial pour discuter de l'avenir de notre communauté afin d'examiner l'évolution dans le monde et son impact sur notre communauté, afin donc de repenser notre intégration en termes de gouvernance, de relations envers les partenaires extérieurs, les normes et les valeurs de notre communauté et l'approche aux questions naissantes telles que les nouvelles technologies, les médias sociaux, les fausses informations. Les propositions et résolutions de ce Conseil des ministres seront soumises à la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui se réunira ce dimanche 7 juillet à Abuja. Je voudrais vous inviter à vous ouvrir à des dialogues constructifs. Notre force réside dans notre diversité et c'est à travers notre partage d'expériences que nous serons en mesure de mettre en place des solutions innovantes pour répondre à nos défis. Je voudrais que nous réfléchissions ensemble dans un esprit de pensée critique pour améliorer l'intégration et le bien-être de nos citoyens. Un autre dossier inscrit à l'ordre du jour de cette session, il s'agit de l'opérationnalisation de la force de lutte contre le terrorisme de la CEDEAO. Le financement de cette force est au cœur des réflexions. Ici, en Côte d'Ivoire, on promeut la bonne gouvernance, un programme de formation des agents du secteur public sur la transparence et l'intégrité vient d'être effectué. Et c'est une initiative de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance soutenue par l'Agence coréenne de coopération internationale, COICA. Les cadres ivoiriens issus de différentes administrations ont été formés pendant 2 semaines en Corée du Sud. Michel Digré. Après 2 semaines de formation en Corée du Sud, ils sont de retour à Abidjan avec en main leur parchemin et dans la tête des valeurs qui leur permettront de mieux lutter contre la corruption.
En Corée du Sud, la stratégie de lutte contre la corruption, la politique de bonne gouvernance ont pris leurs racines dans la construction d'une société dont chaque acteur, chaque secteur a adopté l'intégrité comme valeur fondatrice. C'est donc une valeur essentielle pour atteindre le développement économique et social tant souhaité. Le partenaire au projet, l'Agence coréenne de coopération internationale, fonde beaucoup d'espoir sur ce programme. Je suis persuadé que la participation active des 13 stagiaires et le soutien du gouvernement coréen contribueront à la mise en place de politiques de lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire, ce qui réduira le risque de corruption dans le pays et renforcera sa crédibilité internationale. Le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Epiphane Zoro-Balo, insiste sur les acquis de cette formation. Vous étiez les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire dans ce beau pays, ce pays de valeurs, et nous plaçons beaucoup d'espérance dans les connaissances que vous avez acquises, et le vœu que nous formulons, c'est que ces connaissances acquises soient mises à la disposition de notre pays et soient mises à la disposition de l'Académie régionale que nous sommes en train de mettre en place et dont les activités vont être lancées au mois de septembre de cette année même. Le rideau est tombé sur le sommet Afrique-Europe portant sur les mines à Paris. Au cours de la dernière journée consacrée à notre pays, la Côte d'Ivoire, la Société de développement minier, SODEMI, a présenté les énormes potentialités du sous-sol ivoirien et les résultats d'études géologiques, géochimiques et géophysiques ont été dévoilés. Lansine Bakayoko est notre envoyé spécial à Paris, en France. À ce sommet Afrique-Europe de Paris, ce qui a le plus marqué les opérateurs présents en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, ce sont entre autres la disponibilité des équipements opérationnels comme le laboratoire d'analyse minérale ainsi que les données géologiques déjà réalisées et compilées. Des données qui révèlent que la Côte d'Ivoire possède environ 35% des ceintures de roches vertes de l'Afrique de l'Ouest, réputées riches en minéralisation, notamment l'or, le diamant, le chrome, le cuivre, le cobalt, le nickel, le lithium ou encore le phosphate, le colombo-tantalite et le manganèse. Un potentiel qui appelle des investissements importants. Nous avons présenté le projet de l'Ouest de la Côte d'Ivoire concernant le fer. Nous avons présenté le projet d'affinage d'or. Nous avons présenté aussi le projet de l'intensification des recherches des métaux stratégiques. Nous avons présenté les infrastructures géologiques parmi tant d'autres projets que nous avons à notre agenda. L'exploitation des mines ivoiriennes devrait se bâtir autour de projets intégrateurs structurants, notamment à l'Est et à l'Ouest. À tous ces projets, la Société de développement des mines a indexé les coûts. Au plan institutionnel, le nouveau code minier en finalisation affiche une certaine générosité vis-à-vis des investisseurs potentiels en vue d'une meilleure compétitivité de l'activité minière. L'État de Côte d'Ivoire vous attend. Les ministères sont à votre disposition. La SODEMI est à votre disposition de tous les partenaires d'origines diverses. Et nous sommes là pour que vous preniez vos parts et nous accompagner. La Côte d'Ivoire est devenue parmi les premiers producteurs de mines en Afrique. D'autres pays comme la Guinée, la République démocratique du Congo, le Sénégal ont également présenté des offres à ces assises de Paris. Et l'actualité ivoirienne, c'est aussi l'UVICOSI qui a un nouveau président. Le ministre Amadou Koné, maire de la commune de Boaké, a été porté à la tête de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire pour un mandat de 5 ans. Il a été élu à l'issue de l'Assemblée générale élective tenue hier vendredi 5 juillet à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne. On en arrive au dossier Vidici de ce 20h. Ce soir, la rédaction met en lumière l'école inclusive initiée par le gouvernement ivoirien en 2017. Ce programme, mis en œuvre par le ministère de l'Éducation nationale, entend intégrer tous les enfants en situation de handicap dans les établissements publics. Et 9 régions du pays l'expérimentent déjà. Mais dans quelles conditions se déroule au juste l'école inclusive qui a réussi à redonner le sourire aux bénéficiaires? À Oumé, notez que les élèves en situation de handicap ont brillamment tiré leur épingle du jeu et ils sont cités en exemple dans le dossier Vidici, signé
Victorine Yaouyoupoui. Nous suivons ensemble. C'est bientôt l'heure du salut aux couleurs. Accompagnés de leurs parents, des élèves en situation de handicap se dépêchent pour ne rien rater du spectacle. Attention! Vous l'aurez remarqué, l'abidjanaise est traduite en langue des signes. Et comme une contagion à la fin du chant, les autorités invitées n'hésitent pas à applaudir à la manière des malentendants. Pas de meilleure preuve pour montrer que l'école inclusive est une réalité à l'école primaire publique Oumé 1 Nord, située dans la ville d'Oumé. Depuis 2017, cette école inclusive a été créée et elle fonctionne très bien, du CP1 au CM2, et les résultats sont excellents. Cas pratique, dans la classe de CM2, le maître et ses élèves démarrent la correction d'un devoir de mathématiques. L'élève malentendant exécute l'exercice avec brio. Les visiteurs sont toutefois interpellés par une chose, l'effectif des élèves. Pour ce projet d'école inclusive, les tests disent qu'on ne peut pas avoir plus de 5 enfants avec handicap dans une classe. Cette année, on a 7 malentendants. Nul doute que le corps enseignant est motivé, mais que de difficultés dans la mise en œuvre de l'école inclusive à l'EPP Oumé 1 Nord. Difficultés d'ordre matériel, didactique, sécuritaire, bref. C'est des tableaux à marqueur. Tout à l'heure, vous avez vu que le marqueur ne donnait même pas. Beaucoup de maîtres ne veulent pas venir dans ce projet parce que vous voyez, ils parlent en même temps, ils signent. Pour 85 élèves, il faut au moins 2 maîtres. Un autre frein au projet et non des moindres, le manque d'enseignants spécialisés. Constat au lycée moderne d'Oumé, 2e établissement où s'implémente l'école inclusive à Oumé. Dans l'une des classes de 5e, des élèves malentendants participent activement aux cours de physique. En face de professeurs de physique et une interprète qui est en fait une institutrice de l'EPP Oumé 1 Nord. Faute de professeurs de physique spécialisés en langue des signes, elle vient sauver les meubles. Comment les filles sont bordées dans une lampe torche? En série, papa, danse. Un bambouli. De quoi préoccuper le proviseur du lycée. Il y a dans ce domaine un manque d'enseignants. On a vu que dans une des classes, il y a un qui n'est pas handicapé, mais qui aujourd'hui maîtrise pratiquement le langage des signes et c'est lui-même qu'on utilise comme interface pour pouvoir mieux communiquer avec les autres. L'engagement des élèves, véritable catalyseur pour les éducateurs, si bien qu'ils ont inscrit spontanément leur poulain au concours littéraire qui faisait escale à Oumé. Belle prestation des candidats qui ouvrent une perspective nouvelle au dit de la promotrice de la caravane littéraire. Nous avons découvert ici avec plaisir l'école inclusive qu'on ne connaissait pas. C'est un moyen efficace pour permettre à ces enfants-là d'avoir confiance en eux. Galvanisé par de tels résultats, le directeur de l'EPP Oumé 1 Nord n'hésite pas à visiter les foyers, invitant les parents à inscrire leurs enfants à l'école inclusive. Un jour, l'école, ils sont venus à la maison et puis prendre l'enfant. Du CP1 jusqu'à aujourd'hui où l'enfant est au CM2. Quand elle arrive à la maison, quand moi je fais des signes, et elle me dit non, c'est pas comme ça, c'est comme ça en fait. Ça fait qu'avec l'amélioration des maîtres, je peux causer avec ma fille. Quand je l'ai mise au monde, il y a d'autres qui disaient qu'il n'est pas l'homme, qu'il c'est un serpent. Ça fait 2 ans qu'il est là. Aujourd'hui, il arrive à faire bord, A, bas. Je crois qu'un jour, mon enfant va me dire maman, un jour. Malgré ce retour positif, nombreux sont encore les enfants tenus loin des salles de classe. Depuis 2017 jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons pu recueillir 47 enfants en situation de handicap.
Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons avec 39 parce que les parents ont décroché. Si l'enseignant croit si fort au programme École inclusive, il a une bonne raison. Ils peuvent être des cadres de demain. La preuve, il y a M. Ouattara Ibrahim, je l'ai eu en classe de 4e. Devenu la mascotte de l'école inclusive à Oumé, Ibrahim, le jeune fonctionnaire, s'épanouit au cantonnement des eaux et forêts de la ville. Je peux dire ici, c'est une deuxième famille. Ils me comprennent parce qu'ils savent que non, c'est pas moi qui t'ai décidé d'avoir ce handicap. Ses supérieurs satisfaits de son rendement. Le DA lui-même en son temps avait dit, mais qu'est-ce que nous pouvons faire avec quelqu'un qui est malentendant? Surtout, c'est une corporation paramilitaire. Nous avons été fort surpris de voir ses compétences, surtout en informatique. L'espoir est permis. Grâce à l'école inclusive, des enfants autrefois jugés inutiles pourront faire la fierté de leurs parents et contribuer ainsi à l'édification de la Côte d'Ivoire. Voilà, tous les enfants sont des héros et autre bonne action à relever, c'est que les encadreurs de ces enfants nous informent qu'ils ont tous validé leur année scolaire. Félicitations donc à ces héros de la ville d'Oumé. Ces enfants et ces acteurs de l'école inclusive restent des modèles inspirants. C'était le dossier VDC réalisé pour vous par Victorine Yaoyoboui. La Fédération des associations des femmes de Grand Laou ont le sourire aux lèvres. Elles ont bénéficié d'un important don pour agrandir leurs activités en vue de leur autonomisation. Elles ont reçu des broyeuses de manioc et divers dons d'un fils de la région. 500 femmes sont ciblées, nous rapporte Jean Magagui. 2 broyeuses de manioc, 200 complets de pagne et des ustensiles de cuisine. Voici le don enregistré par Fatoumata Diarasouba, présidente de FAFFGL, Fédération des associations féminines de Grand Laou. Une contribution de Daouda Konaté en vue de soutenir les 40 associations féminines de Grand Laou regroupées au sein du FAFGL. Ce don estimé à 6 millions de francs CFA est salué à sa juste valeur par les bénéficiaires. Je suis très contente. Ils nous ont donné des broyeuses. Comme nous avons déjà notre champ de manioc, nous allons nous mettre au travail pour leur prouver que nous faisons du concret. Le président du Conseil régional des Grands Ponts, Emmanuel Essis-Esmel, et les parrains du FAFGL se sont réjouis de la volonté des femmes de Grand Laou à s'organiser en fêtière pour plus d'efficacité dans la quête de leur autonomisation. Je m'engage à vous accompagner pour l'implantation de la Fédération de Grand Laou. Je m'engage également à vous accompagner financièrement et matériellement. Sachons vivre ensemble. Nous avons le programme sur l'autonomisation qui va concerner les cultures du riz, du manioc, du maïs et aussi de la pisciculture dans lesquels nous pouvons insérer ces programmes. Il y a beaucoup de programmes au niveau national faits par le gouvernement qui nous permettent de pouvoir donner l'opportunité à ces femmes-là, une fois constituées en coopérative, en association, de pouvoir mieux les aider. La Fédération des associations des femmes de Grand Laou revendique plus de 500 membres. Elle entend ratisser large dans tout le département de Grand Laou afin de renforcer l'entrepreneuriat féminin dans cette partie du pays. Et en bref, retenez au niveau du Royaume-Uni qui a un nouveau Premier ministre. Il s'agit du travailliste Keir Starmer qui a été élu et son parti a obtenu plus de 400 sièges, bien au-delà donc de la majorité. Et les conservateurs, eux, perdent 2/3 de leurs élus. Le parti travailliste, avec ce score, détiendra donc la majorité absolue dans le futur Parlement britannique à l'issue des élections législatives du 4 juillet dernier. Et nous allons clore ce journal avec le télégramme officiel émanant de la présidence de la République, adressé donc à son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Monsieur le Président et chers frères, votre brillante réélection à la magistrature suprême de la République islamique de Mauritanie m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, nos vives et chaleureuses
chaleureuse félicitations. En cette heureuse circonstance, je forme des vœux ardents de santé et de bonheur pour votre excellence, de même que ceux de succès continu dans l'exercice de votre haute et exaltante fonction. Je saisis cette occasion pour vous assurer de mon entière disponibilité à œuvrer toujours de concert avec vous au réaffermissement des liens d'amitié et de coopération qui unissent si heureusement nos deux pays dans l'intérêt bien compris de nos peuples respectifs. Très haute et fraternelle considération signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Point final de ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec le même bonheur demain à la même heure, sur le même plateau et sur la même chaîne. Portez-vous très bien et promouvons la paix, l'amour autour de nous.